Bonjour, je m'appelle Philippe Siès et je suis directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. J'étudie les écosystèmes et le cycle du carbone, mais à très grande échelle. Et pour moi, le projet One Forest Vision Initiative, c'était la première fois qu'on allait se pencher sur les détails régionaux des changements de carbone des forêts tropicales. Et l'idée, c'est d'utiliser des satellites et des modèles d'intelligence artificielle avec des données de terrain pour apporter des cartes très précises des stocks de carbone des forêts tropicales et encore plus important pour la politique climatique du changement annuel des stocks de carbone. Puisqu'on sait que à l'échelle planétaire, on a des régions des forêts tropicales qui perdent du carbone, les régions qui sont affectées par la déforestation et la dégradation, et les régions, notamment les forêts tropicales intactes, qui gagnent du carbone. Donc c'est très important de pouvoir séparer les gains et les pertes, puisqu'à la fin, pour le bilan de carbone planétaire, il faudrait que les gains, évidemment, soient supérieurs aux pertes. Voilà. Alors, comment on fait ça? C'est un diagramme qui fait un peu peur, qui a l'air un petit peu technique, mais pour l'expliquer simplement, en fait, on prend des images satellites, par exemple des images radar ou des images optiques. Et ces images-là, c'est juste des données physiques, hein. Elles ne nous donnent pas la quantité de carbone ou la hauteur des arbres. Et on apprend à des ordinateurs à reconstruire, à restituer la hauteur des forêts euh, à partir de données qui viennent d'un lidar spatial qui s'appelle JEDI. Autrement dit, on a des hauteurs sur quelques points et on essaye à partir d'images d'apprendre à des machines, c'est vraiment du computer vision, de l'intelligence artificielle, à faire des cartes continues qui reproduisent les hauteurs LIDAR là où on les a. Une fois qu'on a la hauteur, on est obligé d'avoir des données de terrain pour essayer de passer de la hauteur à la biomasse. En général, plus une forêt a une hauteur élevée, plus elle contient de biomasse. Mais cette relation n'est pas très simple. Ça dépend aussi de la densité des forêts et du nombre d'arbres qui constituent la forêt. Voilà un résultat. Donc, on fait des cartes de hauteur, mais évidemment, ce qui est important, c'est de pouvoir les comparer à de la vérité terrain. Ici, en Afrique, on avait eu beaucoup de chance parce qu'on dispose de mesures de lidar aéroportés, qui sont une mesure très précise de la hauteur des forêts. Et sur les petites images à gauche, vous regardez par exemple la carte de hauteur. Quand c'est vert ou jaune, ça veut dire que les forêts sont très élevées. Elles font 30, 40 mètres, parfois 50 mètres. Puis quand c'est bleu, ça veut dire qu'il n'y a presque pas de forêt, les arbres sont tout petits. Et on peut regarder juste en dessous comment notre modèle reproduit en fait cette mesure qui a été faite avec des avions qui transportaient un lidar. On appelle ça du lidar aéroporté. Et on voit que nos cartes, effectivement, en rouge, elles sont finalement très précises parce que non seulement elles reproduisent le bon niveau de hauteur qui est observé par avion, mais ensuite elles reproduisent, quand on traverse cette petite zone forestière, les variations de hauteur. On passe par exemple ici à gauche, hein, si vous suivez ma souris, d'une forêt qui a une hauteur très grande à une forêt qui a une hauteur plus faible. Voilà. Et ce qui est encore plus excitant là-dedans, c'est qu'on peut regarder les changements de hauteur. Et on voit ici les régions en rouge, en haut à droite, où on a des pertes de hauteur de forêt, et les régions où on a des gains. Et on comparait ça avec des données existantes sur les perturbations forestières qui sont obtenues avec nos collègues du JRC, du Joint Research Center de la Commission européenne à ISPRA. Si on fait une comparaison visuelle, on voit que partout où on a du rouge, on perd de la hauteur. Ça correspond à des perturbations qui sont déjà connues avec le satellite Landsat, hein, des perturbations qui s'appellent dégradation ou déforestation. On a aussi des régions, c'est plutôt une bonne nouvelle, qui gagnent de la hauteur. Ça veut dire que les forêts sont en train de repousser. Et en général, ces régions correspondent à des zones de repousse, où on a eu de la déforestation, mais on a des forêts secondaires qui repoussent et dont la hauteur augmente. Alors, la nouveauté, quand même, dans nos données, c'est que si on range tous nos changements de hauteur, il y a des fois des très grosses pertes. On voit qu'en un an, on perd 30 mètres de hauteur. Ça, c'est un gros événement de déforestation. Et puis à gauche, il y a des pertes qui sont beaucoup plus fines, en fait. On a des pertes de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de hauteur. Évidemment, on a beaucoup plus en nombre sur l'axe des Y de petites pertes que de grandes pertes. Ça, c'est normal. Mais ce qu'on voit, c'est que dans notre jeu de données, on voit beaucoup plus de petites pertes de hauteur
que ce qui avait été détecté précédemment par les satellites Landsat, parce qu'on travaille avec une plus haute résolution et on travaille directement sur la hauteur plutôt que de détecter des changements d'activité. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, en agrégeant ces données, ça nous permet d'abord d'avoir un bilan complet du carbone des forêts africaines, qui est spatialisé, mais qu'on peut réagréger pour comprendre le rôle de chaque activité et de chaque type de forêt. Par exemple, la déforestation, dont on parle beaucoup, en fait, ça cause moins de pertes de carbone à l'échelle des forêts d'Afrique centrale que la dégradation. Donc, en termes de politique de lutte contre les émissions de carbone et de protection des forêts, c'est presque plus important, en fait, de réduire la dégradation que de stopper la déforestation. En tout cas, il faut faire les deux, mais agir sur la dégradation, c'est quelque chose de très important. Laisser les forêts secondaires qui repoussent, hein, qui sont des puits de carbone, continuer à pousser et à stocker du carbone, c'est aussi évidemment un levier majeur d'atténuation du changement climatique et d'augmentation des puits de carbone. On peut regarder ça aussi pour différents types de régions et de types d'usage de la forêt. Par exemple, certaines aires protégées, en fait, sur les bords, il y a beaucoup de déforestation ou de dégradation. On voit qu'elles perdent du carbone. Et on peut regarder ça aussi à l'échelle des concessions forestières qui peuvent normalement gagner du carbone, puisque si on extrait les arbres correctement, la forêt va avoir tendance à repousser. Maintenant, si la pression, hein, sur la récolte des arbres est trop grande, on peut avoir des pertes de carbone. Donc, ce sont des outils nouveaux, évidemment. Il faut comparer ça à d'autres données, notamment des données sur le terrain qui sont extrêmement importantes. Mais pour la première fois, on a une vision panoramique et détaillée spatialement, à très haute résolution, du bilan de carbone de toutes les forêts africaines. Et ça nous permet même de remonter jusqu'à l'échelle nationale, puisque pour les accords de Paris, chaque pays doit faire un rapport aux Nations Unies, un rapport qui maintenant est établi tous les 2 ans, qui est souvent basé sur des données partielles, parce que c'est très difficile d'obtenir des données de terrain de très bonne qualité à l'échelle de grands pays forestiers. Et donc, nos données, ce n'est pas, je dirais, ce qui existe de mieux, mais en tout cas, ça permet d'apporter des informations indépendantes qui peuvent être utilisées en support de la production des inventaires des différents pays pour essayer d'améliorer ce reporting pour le suivi des accords de Paris, le suivi des trajectoires climatiques. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.